En posture d'expert, mesdames, messieurs, nous avons l'heureux plaisir de recevoir un expert financier, un consultant en stratégie, en structuration financière des crédits complexes. Il cumule à lui seul plus de 14 années de fonction, de haute fonction dans le domaine bancaire. J'ai nommé Walter Kwadiake. Un grand plaisir de te recevoir. Bonjour et bienvenue. On va parler dans le micro, s'il te plaît. Bonjour. La journée se passe bien, j'espère. Ça va. Un grand plaisir de te recevoir. Eh bien, comme je l'ai dit à l'entame, on parle d'éducation financière. C'est un élément fondamental du développement personnel, mais également de manière globale du développement économique. Et pourtant, elle est souvent négligée dans le cursus scolaire et les programmes de formation pour les jeunes. La gestion de l'argent, l'épargne, les investissements, les prêts ainsi que les compréhensions des risques financiers sont des compétences cruciales qui influencent la stabilité économique des individus et surtout des sociétés. Or, sans une éducation financière de qualité, les jeunes peuvent se retrouver mal préparés à faire face aux défis économiques, qu'il s'agisse de gérer un budget quelconque, d'éviter les dettes ou même d'investir intelligemment dans l'avenir. Dans de nombreux pays, cette compétence reste trop souvent sous-estimée, ce qui conduit à des difficultés financières à long terme pour ceux qui n'ont pas été formés dès le jeune âge. Aujourd'hui, avec toi, Walter, on va donc explorer, de par ce thème, les raisons pour lesquelles l'éducation financière est un enjeu essentiel, mais encore trop souvent ignoré. Et surtout, comment sa mise en place pourrait transformer la vie des jeunes, les préparer à des choix financiers éclairés et les aider à construire un avenir économique plus stable. Débutons certainement cet entretien avec cette première question. Pourquoi l'éducation financière est-elle si souvent négligée dans les programmes éducatifs malgré son importance capitale pour les jeunes? Bonjour encore, c'est un plaisir d'être là à Radio Audace. C'est une radio que la plupart des Camerounais écoutent. Vu apporter la sensibilité des thèmes qu'elle aborde. Après, c'est le thème de ce matin qui est un thème à la fois fondamental pour la jeunesse de notre pays, fondamental pour l'écosystème même éducatif de notre pays. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a comme une sorte de dysfonctionnement ou alors d'oubli de la question de l'éducation financière dans les programmes scolaires, dans notre écosystème éducatif. Et c'est un problème parce que ailleurs, dans d'autres contrées, très tôt, on habitue les jeunes, les enfants, n'est-ce pas, à la question de la compréhension des notions et des questions financières, tout ce qui se rapproche, qui touche à la finance, qui touche à l'argent, qui touche à la gestion. Or, chez nous, les programmes scolaires ne prévoient pas. Les programmes scolaires ne prévoient pas effectivement une approche portée ou recentrée sur les questions de gestion, et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est parfois après des cursus universitaires, lorsque les jeunes grandissent, rentrent dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, ils font face à ces questions et justement, avec le retard pris, on n'avait pas connu ces sujets avant, ils se mettent donc à ce moment-là seulement face à ces questions, et parfois on a ce qu'on observe dans la gestion des jeunes, des dysfonctionnements ou des surprises. Lorsque un jeune par exemple finit ses études et puis reçoit son premier salaire, beaucoup se lancent à l'ambiance, à la vie, et puis c'était totalement en marge des questions de gestion qu'on aurait pu leur inculquer un peu plus tôt et qui leur aurait permis à l'entrée dans la vie professionnelle de mieux s'organiser. Leur inculquer un peu plus tôt, ce qui forcément donne de se poser la question, à quel âge est-ce qu'on commence finalement à enseigner l'éducation financière aux jeunes? À mon avis, dès l'école primaire. Parce que dès qu'on apprend à compter, dès qu'on commence à apprendre à compter, à faire des chiffres, dès qu'on commence à faire 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, on est susceptible de commencer à intégrer les notions de calcul, les notions de gestion et donc les notions de finance. Parce que dans les curricula primaires, on enseigne les mathématiques.
On pourrait simplement faire une légère migration pour parler de mathématiques financières, c'est-à-dire de la mathématique qu'on enseigne déjà et la rapprocher maintenant aux notions, n'est-ce pas, de gestion, aux notions de finance pour que ce soit connu d'avance et que nos jeunes, nos enfants ne soient pas surpris par ces choses-là dont ils feront face inéluctablement dans le futur, dans leur avenir. Quels sont, selon toi, les principaux défis auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu'ils doivent gérer leur argent sans formation préalable? Alors, justement, les gros défis, le gros défi est celui que vous avez posé comme question à l'entame, c'est-à-dire quand je reçois mon argent, quand je commence à gagner de l'argent, que ce soit dans un commerce ou alors un salaire, une rémunération, quand je finis les études, qu'est-ce que je fais de mon argent? Comment je gère mon argent? C'est la question centrale. Qu'est-ce que je priorise? Je fais quoi après quoi? Est-ce que quand je commence à avoir mon premier revenu, mon premier salaire, je m'achète les meilleurs costumes? C'est pas une mauvaise chose, mais c'est peut-être pas une priorité. Est-ce que tous les vendredis soirs, à l'époque, quand on était plus jeune, on parlait quand on commençait nos carrières de banquier, on parlait de vendredi des banquiers. C'est-à-dire systématiquement, tous les vendredis, il y en avait qui, Dieu merci, je ne faisais pas partie, il y en avait qui s'offraient le plaisir de se faire une bouteille de champagne tous les vendredis soirs, after work. Est-ce que c'est ça la bonne façon de faire, ou alors est-ce qu'il faut le faire, mais à quelle proportion? Est-ce que je commence par prendre de la dette, c'est-à-dire est-ce que quand je commence à travailler, je m'endette pour prendre un terrain, par exemple? Est-ce que je me rapproche des sociétés de gestion, des sociétés de bourse? Est-ce que je me rapproche des institutions financières pour faire un plan d'épargne? Il y a les assureurs, il y a les banques, il y a surtout les sociétés de gestion. D'ailleurs, je suis directeur à Stonechet Asset Management, donc j'inviterai les jeunes à regarder un peu de notre côté. Donc, la question est celle-là. Lorsqu'un jeune reçoit son premier salaire, qu'est-ce qu'il en fait? Et nous, ce que nous recommandons, c'est que tout ce qu'ils font aujourd'hui n'est pas à refuter. Même ceux qui le font de façon désolée, c'est pas à refuter. C'est juste qu'il faut mettre un peu de quantification dans chaque orientation qu'on prend. On peut faire un peu de fête, c'est pas de refus. On peut bien s'habiller. C'est utile, mais la proportion, c'est quand même de dire que lorsque j'ai mon revenu, que je puisse allouer un minimum de 30% à l'épargne et aux questions financières. Donc, j'épargne, je fais un plan de vie, je fais, un plan de développement personnel. Qu'est-ce que je voudrais devenir demain? Qu'est-ce que je voudrais réaliser demain? Et lorsque je me pose ces questions, effectivement, ça m'impose une certaine orientation, un certain style de vie, une certaine manière de faire, une certaine façon de gérer mon argent. Et c'est ça qu'on appelle l'éducation financière également. Si on revient même sur ce terme-là, éducation financière, à qui finalement incombe la responsabilité de donner une éducation financière? Est-ce aux parents ou alors aux institutions éducatives? Alors, je dirais dans un premier temps à l'État. À l'État, parce que c'est l'État qui valide, qui définit la politique d'éducation nationale, qui valide les programmes d'éducation nationale, qui valide les contenus sur le point de vue de l'éducation. Et une fois que l'État l'aura défini en amont, la seconde responsabilité incombera à ce moment-là maintenant aux parents. Vous voyez ce que je veux dire? Et au système éducatif dans son ensemble. C'est-à-dire que l'État définit en amont la politique, c'est-à-dire dans les programmes, on pourrait effectivement avoir des leçons portant sur l'éducation financière. Et donc, lorsqu'on dégrève, maintenant, les parents auront la responsabilité, parce qu'ils ont la responsabilité de l'éducation in fine. Chacun de son enfant au domicile, de suivre effectivement le procédé. Mais maintenant, si l'État, qui a beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup d'autres choses, peut-être beaucoup plus urgentes, peut-être beaucoup plus pressantes, si ça lui a échappé ou si ça lui échappe, d'inculquer ça dès la base, la responsabilité revient naturellement à nous autres parents, n'est-ce pas, chacun à son niveau, n'est-ce pas, d'apporter à nos enfants, à nos jeunes, ces notions-là
même si elles nous ont échappé, nous, à notre basse jeunesse, et on a, une fois qu'on se rend compte, étant adulte, on aurait pu faire mieux, immédiatement, la responsabilité de rattraper sur nos jeunes, sur nos enfants, ces erreurs s'imposent. Maintenant, à côté des parents, il y a maintenant la responsabilité qui incombe naturellement aux institutions financières, aux sociétés de gestion, aux banques. Il serait bien qu'il y ait des émissions comme celle-ci, il serait bien qu'il y ait des programmes même télé dans lesquels on sensibilise, n'est-ce pas, les jeunes sur des questions d'éducation financière. Il me semble que dans notre pays, on a, je vais peut-être faire un détour là-dessus, sur le plan de la santé, on a eu dans une période une grosse montée de contamination au VIH, ces problèmes. Et on a vu comment l'État s'est déployé. L'État a organisé des émissions, des plateaux télé, des campagnes, des concerts pour parler aux jeunes de la protection, comment se protéger, l'abstinence et tout ça là. Ça a quand même réduit les statistiques en termes de contamination. On devrait pouvoir faire la même chose sur les questions, n'est-ce pas, d'éducation financière, parce que là, il y va encore de l'enjeu même de la suivi du pays. Parce que si les jeunes gèrent de façon désordonnée leur argent, leurs avoirs, on ne bâtira pas le pays. Ça, c'est le pays ne viendra pas ne sera pas bâti par les pays voisins ou par ceux qui viennent d'ailleurs. S'il faut que ce soit nous qui le fassions, il faut bien que sur le plan des politiques, que ce sujet, n'est-ce pas, soit mis sur la table. Donc il incombe également, quand j'ai dit l'État, les familles, n'est-ce pas, les institutions financières devraient effectivement se déployer. C'est pour ça que nous, je fais encore un détour là-dessus à Stoneshed, on a quand même fait 14 conférences en l'année 2024 qui vient de se clôturer, et déjà une en 2025 à l'IRIC pour parler des questions d'éducation financière aux jeunes. Donc nous, de notre côté, on a pensé qu'il fallait tirer le taureau par les cornes, apporter notre part de contribution, mais seul, c'est évident qu'on ne pourra pas aboutir à temps. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps si on est seul, mais si c'est une mouvance générale, toutes les institutions financières, les familles, l'État, je crois que la question pourra être résolue. Une chose est claire, c'est que l'absence d'éducation financière chez certains jeunes, c'est palpable, c'est observable. Les manifestations sont observables. Par exemple, ils sont très nombreux à crouler sous des dettes ou encore à vivre au-dessus de leurs moyens. Ce qui me permet certainement de poser une question qui, d'un point de vue, si on peut répondre de manière concrète, ça aiderait à la fois les auditeurs et même les internautes qui vont regarder, et celles et ceux qui écoutent notre émission. Comment, de manière concrète, l'éducation financière peut aider les jeunes à mieux comprendre les concepts tels que l'épargne ou encore les investissements, la gestion de crédit? Alors, personnellement, je déconseille aux jeunes de commencer leur carrière par la dette. Vous avez parlé de crédit. De crédit tout à l'heure. Je pense qu'il faut commencer effectivement par l'épargne, parce que en général, quand on rentre dans le monde professionnel, on n'est pas encore assez fixé sur le sens qu'on voudrait effectivement donner à sa vie. Voilà, sur le sens de commerce qu'on voudrait bâtir sa vie. Donc sans précipitation, je pense qu'il faudrait commencer par l'épargne. Vous avez un revenu de 1000 francs. Épargnez 300 francs. Organisez vos charges personnelles, votre habillement. Les jeunes aiment bien s'habiller aujourd'hui. La fête, l'ambiance de temps en temps, pas tout le temps. Oui, faites-le, gérez votre loyer, mais mettez au moins 30% de vos revenus dans l'épargne, quel qu'en soit le niveau de revenu. C'est-à-dire que celui qui fait le benzikin, celui qui est enseignant, celui qui commence à quel qu'en soit le secteur, fixez-vous une contrainte et mettez 30%, n'est-ce pas, de vos revenus, allouez 30% de vos revenus à l'épargne, mais pas seulement à l'épargne, parce qu'il y a plusieurs types d'épargne aujourd'hui. Je recommande aux jeunes de beaucoup plus s'orienter vers ce que j'appellerais l'épargne intelligente, c'est-à-dire que l'épargne qui constitue non seulement à bloquer un certain revenu, j'ai parlé de 30%, ça peut être plus pour ceux qui ont beaucoup plus de revenus, à bloquer ces revenus, mais à faire en sorte que ces revenus soient également productifs. Parce que là également, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que ce que vous épargnez, le revenu que vous épargnez ne doit pas être passif. Il doit pouvoir vous rapporter de l'argent. Alors, il y a des plans d'épargne chez des assureurs qui rapportent de l'argent. Il y a des comptes d'épargne dans les banques
qui rapportent de l'argent, mais c'est encore plus intéressant quand on touche maintenant au marché financier, quand on se rapproche des sociétés de gestion. Là-bas, les rendements, les intérêts ou la rémunération de l'épargne est encore plus intéressante. Donc, vous imaginez un jeune qui épargne, je dis n'importe quoi, 10 000 francs par an, et qui peut avoir comme intérêt 5% ou 6% par an sur les 10 000 épargnés. Vous imaginez quand on se retrouve à l'échelle du million? Vous imaginez quand on se retrouve à l'échelle des dizaines de millions? Voilà ce que j'appelle l'épargne intelligente. Voilà le type d'épargne que je recommande, n'est-ce pas, aux jeunes. Mettez 30% de vos revenus, de vos salaires de côté, mais faites en sorte que votre épargne ne soit pas passive, faites en sorte que votre épargne soit fructifiée. Et pour mieux la fructifier, rapprochez-vous des sociétés de gestion d'actifs. Elles sont nombreuses sur le marché. En l'occurrence, Stonechet Asset Management, dont je suis directeur. Un mot peut-être sur celles et ceux qui sont fans de l'épargne traditionnelle. On a encore nos tontines dans nos quartiers. Quelle est la place réellement des tontines aujourd'hui? Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas encore à jour par rapport aux nouvelles formes d'épargne qui puissent exister, notamment ceux que vous avez cités tout à l'heure? Alors, la tontine, je ne vais pas... je recommande. je recommande, ne serait-ce que pour son caractère, comment j'allais dire, de regroupement social. Vous savez, nos parents nous ont éduqués dans la tontine. Nos parents nous ont élevés avec... comment je vais dire, leur épargne de tontine, permettez-moi l'expression, dont je ne saurais aujourd'hui, même s'il y a des approches beaucoup plus modernes, ne pas saluer cette façon de faire. Au moins, la tontine a au moins la particularité de créer le regroupement. Vous savez, c'est des lieux où les gens se rencontrent avec certains critères d'affinité. Ça peut être des collègues, ça peut être des membres d'une même famille, ça peut être des gens d'un club de football. Au moins, on est en Afrique. L'instinct grégaire reste fondamental. Donc, oui, je recommande à ceux qui ont choisi l'option de tontine de ne pas arrêter. Mais je recommande très fortement de diversifier. C'est ça le point. C'est-à-dire que si vous alliez à la tontine avec 1 million, allez à la tontine avec 500 000. Et le reliquat, commencez une épargne intelligente dans l'une des structures, des sociétés de gestion qui existent sur la place ou alors dans d'autres canaux d'épargne rentable. Parce qu'au-delà de tout, il y a quand même des risques. Au niveau de la tontine, il y a quand même des risques de défaillance, ça on ne peut pas le nier. Et quand on l'a dit, c'est pas qu'on fait une entorse à la tontine. Lorsque vous collectez l'argent à la tontine, vous faites un prêt à un membre, il y a quand même des risques de défaillance. Il peut par un décès, par une indisponibilité permanente ou totale, n'est-ce pas, ne pas pouvoir faire face. Même si derrière encore, il y a des mécanismes parfois dans certaines tontines qui sont mis pour pouvoir rattraper ça, mais il reste que c'est risqué. Mais quand vous êtes face à une institution, vous voyez que le risque est, j'ai failli dire inexistant, mais différent, parce que là, vous vous adressez à une institution qui est légalisée, qui est agréée, qui a un agrément étatique, parfois même des institutions sous-régionales comme la COBAC, la COSUMAF et la CIMA, et qui, n'est-ce pas, en fait un métier. Ça, c'est l'un des premiers avantages. Le deuxième, c'est que quand vous allez dans une institution financière, il y a quand même des mécanismes de mutualisation ou d'atomisation qui font que votre risque ne repose pas sur 5 membres de votre tontine. Votre risque repose sur 5 millions, sur 30 millions d'individus. Quand vous mettez l'argent dans un établissement d'assurance, par exemple, l'assurance assure tout le monde. Vous voyez que la base assez obèse ou volumineuse de personnes qui s'assure est un élément d'atomisation majeur du risque que vous prenez en plaçant votre argent là-bas, parce que 5 millions de personnes, 10 millions de personnes ne décéderont pas le même jour. Par contre, dans une tontine, bon, le trésorier peut être absent de façon très longue. Après, il peut aller au Canada aussi. Donc. J'ai dit il peut être absent, une absence prolongée. Justement. D'ailleurs, et ça met, n'est-ce pas, en péril vos efforts, vos avoirs, vos revenus. Donc allons-y à la tontine, parce que c'est ce que nos parents nous ont appris, c'était pas une mauvaise chose. Mais maintenant, par principe de prudence ou par, n'est-ce pas, intelligence financière, essayons de splitter, de mettre une partie à la tontine pour rester quand même avec cet esprit grégaire de rassemblement avec nos amis, nos frères et tout.
mais la bonne partie mettons dans des organismes beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus stables et beaucoup plus rentables. Là, c'est la responsabilité individuelle ou même sociale. On a également abordé tout à l'heure la responsabilité plus ou moins politique. Si on revient peut-être sur cet élément, quels sont les mécanismes d'ordre pratique en tant qu'expert? Quels sont les mécanismes pratiques que les politiques publiques peuvent mettre en place concrètement pour intégrer l'éducation financière dans à la fois les formations, les programmes professionnels et même les programmes scolaires pour nos jeunes? Alors, à une époque, je ne sais pas si ça existe toujours, on avait, quand moi je faisais l'école primaire, on avait une matière qu'on appelait éducation civique. Ouais. Je ne sais pas si elle existe encore. On peut dire éducation civique et financière. Si cet aspect-là, qui pour ma part est fondamental dans l'éducation d'un homme, d'un individu qui va, n'est-ce pas, aider la société à se construire, aider l'État à réaliser ses objectifs, si c'est introduit à la base dans les contenus scolaires, les jeunes grandiront avec ça. C'est-à-dire qu'on n'apprendra pas à quelqu'un qui est à l'université. On fera moins de conférences aujourd'hui, parce que si on le fait aujourd'hui, c'est pour rattraper ce qui n'a pas été fait à la base. Mais si c'est introduit dans les contenus scolaires, comme certaines choses qui sont introduites et que d'ailleurs par vigilance on a vu et on s'est tous levés comme un seul homme au Cameroun pour enlever des contenus, des choses qui choquent même certaines mœurs. C'est dit qu'on peut introduire ce type de contenu relatif à l'éducation financière, parce que vous ne pouvez pas mesurer l'impact ou la conséquence, mais alors négative qu'il y a pour un jeune qui grandit, qui commence à gagner de l'argent et qui devient un fêtard, un viveur, simplement parce que peut-être ces choses-là ne lui ont pas été inculquées dès la base. C'est un échec pour la société en général, parce que ce jeune-là, si ces notions lui avaient été inculquées, peut-être qu'en grandissant, il serait venu à la bourse de Douala, acheter à 10 000 francs ses actions sur des sociétés qui sont cotées en bourse. Il aurait réalisé plein de choses. Il aurait acheté même des terrains, il aurait fait ses placements ici et là, et il aurait aidé l'État à accroître son assiette d'impôt, parce que plus vous produisez, plus vous permettez à l'État de collecter. Il aurait aidé l'État à accroître son assiette d'impôt, il aurait impacté lui-même sa propre famille, restant même simplement sur sa lignée. Il aurait diminué le taux de chômage dans sa propre famille en développant des activités qui génératrices de revenus par l'épargne et les bonnes maîtrise des bonnes connaissances des notions d'éducation financière. Donc pour moi, si on introduit dans les contenus scolaires, c'est fondamental. On peut aussi, dans une mouvance beaucoup plus jeune, moi j'ai vu des émissions comme Délire. Quand on était beaucoup plus jeune, il y avait des émissions comme ça qui passaient, qui étaient carrément des émissions institutionnalisées. À la télévision, on a tous regardé Délire, je suppose que avec Folie Diran et tout. Mais si dans une émission comme ça, il y avait une fenêtre, même de 5 minutes, de 10 minutes, sur des questions d'éducation financière. C'est-à-dire que dans la mouvance jeune, où il y a l'ambiance, il y a la danse qui accroche les jeunes, les ados, on met une fenêtre comme ça pour passer un certain message. Ça reste. C'est des choses qui restent. Donc, il y a tellement de mécanismes que l'État peut mettre en œuvre pour, n'est-ce pas, rattraper cet écart. Je salue comme ça au passage la présidente de la COSUMAF, la commission de surveillance des marchés financiers, qui de son côté a pris le taureau par les cornes et puis s'est mis effectivement dans une mouvance de grosse éducation pour permettre à ce que la population, ceux très instruits ou moins instruits, soit, n'est-ce pas, au fait de ces questions pour essayer de rattraper le gap. Mais je pense que si on institue ça dans les contenus scolaires, ça peut faire l'affaire. On comprend dans tous les cas qu'il est très important de commencer la causerie, la sensibilisation autour de l'éducation financière très très tôt. Et après, il y a également des mécanismes qui sont mis en place pour rattraper parfois certaines personnes qui malheureusement n'ont pas été éduquées, sensibles donc à la chose. La preuve, les conférences certainement que vous menez, mais en dehors de ces conférences, quels sont les autres moyens de remédier malheureusement aux personnes qui n'ont pas eu la chance, là je parle forcément des jeunes adultes, qui n'ont pas eu la chance d'être caressés par la chose même de l'éducation financière dès la tendre enfance? C'est le même schéma. Je pense qu'il faudra simplement multiplier les conférences et les plateformes. Nous sommes allés dans les écoles. Les conférences que nous avons faites, c'est dans des écoles, auprès des jeunes finissants,
des jeunes de 3e année, université de 4e année et de 5e année. Parce que nous nous sommes dit que voilà des jeunes qui vont rentrer dans la vie active. Et si on n'anticipe pas à ce niveau-là, avant qu'ils ne rentrent, on peut avoir beaucoup de dégâts collatéraux une fois qu'ils sont entrés. On aura du mal à rattraper une fois qu'ils sont maintenant. C'était ça notre cible. Notre cible était des jeunes encore sur les bancs, les préparer, n'est-ce pas, à ces choses-là, une fois qu'ils seront dans la vie active. On peut élargir l'assiette simplement pour poursuivre dans cette logique. On peut même le faire à partir... là, nous sommes inscrits, nous sommes en train de nous inscrire au niveau du GICAM. On va le faire parce qu'il y a même vous avez parlé des adultes. Il y a des adultes instruits, du point de vue de l'instruction, mais pas capacité du point de vue des questions d'éducation financière. Donc, on est en train de s'inscrire, de rentrer au GICAM pour pouvoir, dans cette même mouvance, éduquer aussi là-bas. On peut rentrer plus bas. Je pense que dans le cadre de notre entreprise, on verra en interne, on pourra l'organiser aussi dans les écoles primaires et voir quelle pourrait être la formule naturellement avec les encadreurs des enfants dans les écoles primaires, quelle pourrait être la formule. Peut-être ça se fera sous forme de jeu, peut-être ça se fera sous forme de thèmes ou des mécanismes beaucoup plus audibles, beaucoup plus compréhensibles par leur âge. Mais on a commencé par les étudiants en fin de cycle, 3e année, 4e année, 5e année. Et puis, on poursuit avec les employés des entreprises, je veux dire ceux qui sont déjà dans la vie active. On a d'ailleurs un programme cette année qui consistera pour nous à aller dans les entreprises, nous entendre avec les dirigeants et prendre des plateformes horaires dans lesquelles on viendra sur place apporter ces notions, n'est-ce pas, à leurs salariés. 2 dernières questions pour terminer cet entretien, car un programme très compliqué t'attend tout au long de cette journée. On remercie encore d'avoir trouvé un peu de temps pour répondre à nos questions et accepter notre invitation. On est dans un monde numérique où les transactions financières sont de plus en plus en ligne. L'éducation financière doit-elle aussi finalement aborder les questions de risques liés par exemple à la cybercriminalité, aux arnaques financières? Effectivement, c'est un gros point. Hein. C'est vraiment un gros sujet parce qu'il y a une grosse arnaque qui a surgi là à la clôture de l'année 2024. On parlait des gens qui ont mis de l'argent dans un établissement Sonron. J'ai même du mal quand je prononce le nom, et on parlait d'une dilapidation de beaucoup de milliards. Donc, il y a ce type d'arnaques qui sont réelles. Les gens créent une plateforme, se mettent en ligne et puis communiquent des choses aux gens. Et puis, bon, c'est parfois par l'appât du gain que des gens se lancent à écouter et, n'est-ce pas, à s'investir dans ce type de choses-là. C'est la sécurité, j'allais dire informatique ou sur le plan numérique, est fondamentale lorsque effectivement on rentre dans tout ce qui est digitalisation et ça touche également à l'économie financière en général. Une fois encore, nous insistons dans nos communications et on continuera de le faire, c'est que quand bien même vous ferez des choses de façon digitale, quand bien même vous ferez des choses en ligne, quand bien même vous serez approché, n'est-ce pas, par des canaux digitaux, numériques, en ligne, rassurez-vous que les interlocuteurs à qui vous vous adressez sont des sociétés structurées, sont des sociétés agréées. Vérifiez leur agrément, parce qu'au Cameroun, pour opérer en tant qu'institution financière ou banque ou assurance, il y a un agrément spécifique. Et avant d'agréer une société, il y a tout un KYC qui est fait, il y a des analyses qui sont faites, des profils de ceux qui dirigent, un background check. On cherche dans vos capacités, on cherche dans vos vies avant d'aboutir parfois une année plus tard à l'attribution de l'agrément. C'est-à-dire le régulateur se rassure de votre moralité, se rassure de votre capacité intellectuelle, se rassure également de votre assise financière avant de pouvoir en fin de compte vous délivrer un agrément. Donc quand vous êtes en ligne, chers auditeurs, ne vous jetez pas juste parce que vous avez vu des rendements intéressants, vous avez vu des beaux messages, de beaux sites internet. Rassurez-vous que les interlocuteurs à qui vous vous adressez sont des sociétés agréées pour faire ce qu'elles vous proposent de faire pour vous. Et ne vous engagez jamais si vous n'avez pas la certitude que vos interlocuteurs, que la structure qui vous parle, qui vous approche, est agréée. À la limite, demandez même des agréments parce que c'est votre droit de demander des agréments, de prendre le maximum d'assurance avant de pouvoir vous engager. C'est l'unique, ou au moins le principal moyen par lequel, n'est-ce pas, vous, auditeurs, vous, chers Camerounais,
pouvez, n'est-ce pas, vous rassurer que vous n'êtes pas en train de vous engager dans une démarche d'arnaque ou dans une démarche, n'est-ce pas, de piraterie numérique ou Internet. Pour refermer finalement notre émission, ils sont très nombreux ces jeunes qui n'ont jamais entendu parler de questions financières, de gestion financière, d'autres qui ont justement cette chance-là d'en entendre parler au quotidien mais qui ne sont même pas sensibles. À tous ces jeunes-là, je vais te permettre de regarder cette caméra et de leur passer un conseil. Comment est-ce qu'ils doivent commencer à prendre la main sur leur avenir d'un point de vue financier? Alors, je m'adresse à mes jeunes frères camerounais ou alors frères êtres humains, pour parler de façon plus large, au-delà du Cameroun. On met beaucoup de temps aujourd'hui, les jeunes mettent beaucoup de temps aujourd'hui sur TikTok, Facebook, WhatsApp, qui sont de grosses machines, de grands sites Internet que je respecte. Je suis d'ailleurs abonné sur toutes ces pages. Mais les contenus, n'est-ce pas, auxquels vous, aujourd'hui, vous intéressez le plus sont des contenus beaucoup plus, et c'est peut-être regrettable, qui portent sur l'intrigue, sur le divertissement et sur des choses peut-être qui ne vous apportent pas nécessairement de la valeur ajoutée. La première recommandation, voilà, la recommandation globale que je vais vous faire, c'est que mettez à profit vos temps, le temps que vous mettez sur des réseaux sociaux en allant sur des sites des banques, des institutions financières, des sociétés de gestion, des assureurs. Allez sur les sites des institutions qui vous apporteront de la valeur ajoutée parce que plein de choses sont communiquées sur ces sites, sur ces pages. Ils nous échappent, ils vous échappent du fait que votre intérêt porte de plus en plus sur des distractions, sur du comique ou sur des choses sans valeur ajoutée. Alors, en allant sur ces sites, vous allez en apprendre beaucoup. D'ailleurs, parfois même sur ces sites, il y a des offres d'emploi. Et on a des jeunes qui chôment et qui ont leur téléphone dans leur chambre, vont sur TikTok, sur des distractions, sur des réseaux, alors qu'en cliquant simplement sur le site de StoneChat ou Xbank, telle autre banque, on voit des offres d'emploi qui sont publiées. Et si vous voulez postuler, allez cliquer tel lien, renseigner votre CV et machin. Il y a de plus en plus de la communication et de l'éducation faite sur ces sites, sur ces pages-là, sur ces réseaux par les institutions financières qui visent effectivement à vous apporter un plus dans le cadre de l'amélioration de vos connaissances, tant sur le plan financier que sur d'autres plans. Donc, abonnez-vous aux pages des institutions financières, des entreprises qui vous parlent, des secteurs d'activité qui vous intéressent. Ils sont multiformes, hein. Ça peut être sur la page d'un grand garage, d'une institution d'automobile, ça peut être sur n'importe quelle page qui a un trait avec votre domaine ou avec ce qui vous passionne, ou alors avec ce que vous voulez devenir dans votre avenir. Et sur ces pages, vous allez découvrir des choses formidables. Vous allez apprendre. Sur ces pages-là, vous allez certainement, à chaque fois que vous clôturez les pages, partir avec un plus, avec un élément d'apprentissage qui améliorera, n'est-ce pas, vos capacités, vos qualités, qui vous prépareront mieux aux challenges auxquels vous faites déjà face ou alors auxquels vous ferez face. Donc, réduisons le temps de distraction sur les réseaux et concentrons-nous sur ce qu'on veut faire de notre vie. Se concentrer sur l'essentiel, c'est le plus important. Le thème, mesdames, messieurs, d'aujourd'hui, l'éducation financière pour les jeunes, un enjeu sous-estimé. On a eu le plaisir de recevoir Walter Kwadiake, expert financier et consultant en stratégie, cumulant, je l'ai dit en l'entame de l'émission, plus de 14 années de haute fonction dans le domaine bancaire. Tout va bien quand même, les calculs au quotidien, ça se passe bien? Ça se passe super bien, on est immergé là-dedans et c'est devenu notre dada, quoi. On ne ressent plus la complexité. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. C'est moi.